Bonsoir à tout le monde. Voilà l'heure de commencer cette classe. Et j'ai d'abord le plaisir de lever mon verre à votre santé à tous, en espérant que vous êtes bien installés chez vous et en vous souhaitant de cette façon une excellente année 2014. Et je le fais de ma part personnelle, mais aussi de la part de tous les membres du board d'ICF Belgique. C'est vraiment un moment exceptionnel, un moment où nous voulons dire notre amour, notre amitié à ceux qui nous sont chers, que de le faire en étant vraiment présent pour eux. Donc, voilà, c'est un instant particulier dans lequel Marcel Gem, qui est un Master Certified Coach canadien, va nous donner son point de vue sur le sujet de la présence. Alors, Marcel, m'entendez-vous? Oui. Donc voilà. Eh bien, je vais vous donner la parole et vous laisser la possibilité de commencer cette présentation en vous mettant également en vidéo à ma place. Je vous prie de vous présenter vous-même, mon cher Marcel. Vous avez la parole et vous êtes à l'image. Merci. Bon, alors c'est un petit peu paradoxal de parler de présence quand on est installé à Québec et qu'on s'adresse à une centaine de coachs qui, eux, sont en Belgique, mais semble-t-il que c'est des paradoxes qui marquent notre univers, notre monde. Et pourquoi pas utiliser ces ressources. Alors, la conférence d'aujourd'hui, ou l'exposé, appelez ça comme vous voulez, d'aujourd'hui, s'intitule La présence, essence du coaching. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai eu l'occasion de partager et d'échanger avec déjà plusieurs personnes. Je voudrais avancer d'une diapo. Je vais apprendre, vous comprenez, sur le tas. Bon, je pense que j'ai réussi à avancer d'une diapo. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Il semblerait que vous pouvez m'adresser des messages écrits pendant la conférence, donc n'hésitez pas à le faire si c'est votre souhait. Comme premier moment de cet échange, j'aimerais vous inviter à vous référer à votre propre expérience de la présence, mais je vous demanderai de le faire en réfléchissant et en rappelant à votre mémoire une expérience personnelle marquante pour vous de présence, soit que vous ayez offert à quelqu'un une présence d'une qualité particulière, soit que vous ayez reçu de quelqu'un d'autre dans un moment particulier une présence d'une grande qualité et qui vous a touché, atteint. Donc, je vous laisse quelques petits moments pour identifier cette expérience de présence marquante et peut-être aussi d'en identifier quelques ingrédients. Alors, je continue. Je suis un petit peu déçu. Je suis habitué de travailler de façon beaucoup plus interactive. Je pense que ça ne sera peut-être pas tellement possible aujourd'hui. Je vais simplement donc continuer, espérant que vous avez bien en tête l'expérience de présence marquante que vous avez déjà vécue et que vous pourrez vous y référer aux besoins durant le reste de notre interaction. Alors, tentons donc de définir ce qu'est la présence. Certains ingrédients sont assez universellement reconnus. Par exemple, quand on parle de présence, on parle habituellement d'attention soutenue, d'accueil et d'ouverture optimale comme attitude. L'accueil étant bien sûr une activité d'ordre intellectuel à un certain niveau, mais aussi, et peut-être surtout, une activité qui se situe davantage du côté du cœur, qui permet aussi l'ouverture dont on parle ici. On pourrait peut-être ajouter que dans les ingrédients de la présence, il y a quelque chose qui pourrait s'appeler une intention ferme d'accompagner quelqu'un là où cette personne veut aller.
On peut donc déjà identifier ici que quand je suis présent à quelqu'un, je ne contrôle pas la destination, je ne contrôle pas le contenu de ce qui va se passer entre nous. Mais je suis plutôt dans une attitude d'accompagnement. Et c'est la personne avec qui je suis, si je suis présent à elle, qui va avoir pleine liberté quant à ce qu'elle va partager, vers quoi on va se retrouver tous les deux dans l'interaction qui est en cours. Quelqu'un d'autre a défini la présence comme étant la capacité d'accepter la lumière et les ténèbres. Donc, je n'ai pas le choix quand je suis présent. Il y a des choses qui sont agréables, intéressantes, stimulantes. Il est possible aussi que quand j'accompagne quelqu'un dans une grande présence, il y a des éléments plus ténébreux, plus sombres. Par exemple, la souffrance. Par exemple, des grandes tristesses, des émotions fortes, mais de l'ordre de ce qu'on appelle les émotions moins agréables. C'est donc la présence acceptée de sauter dans le vide, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver. En anglais, il y a une belle expression qui dit dancing on the edge. Donc, c'est danser tout près d'un ravin ou d'une falaise, si vous voulez. Et quand on se permet ce risque-là, on s'offre à soi et on offre aussi à quelqu'un d'autre avec lequel on est en présence une promesse silencieuse, mais non moins significative. Un volume intitulé From Chaos to Coherence, dont les auteurs étaient Doug Chowdhury et Bruce Cryer, qui est paru il y a 4 ou 5 ans, définissait la présence de la façon suivante. Les personnes présentes ont une qualité ineffable. Elles sont présentes, c'est-à-dire attentives de façon étonnante et sans distraction. Une plénitude, une centration, une entièreté émane de ces personnes. Nous apprécions d'ailleurs habituellement être en leur présence. La présence s'apprend. On ne naît pas tous avec les mêmes habiletés de présence, mais on peut tous développer notre habileté de présence. Et la présence est le rayonnement naturel de la sécurité du cœur, à cause des risques que la présence comporte, qu'on a évoqué, les risques qu'on a évoqués tantôt. Un petit rappel, toute la musique du monde est présente dans le piano. Il faut cependant un artiste, comme par exemple Mozart, pour la faire émerger. Donc l'artiste peut être soit un compositeur, soit un interprète. Alors, tout est présent. Il suffit de quelqu'un qui souhaite avoir accès ou donner vie à ces options-là qui sont présentes. C'est la même chose dans une situation de coaching. Tout est présent. Il suffit d'ouvrir la porte. La présence de coach est à la fois l'origine et le résultat des techniques de base de coaching. Je sais que vous connaissez tous et toutes ces techniques, mais je les rappelle brièvement. L'écoute active. Évidemment, quand on parle d'écoute active, le mot actif réfère à tout ce qui n'est pas dit, mais qui est présent dans la personne avec qui on est en présence. Donc, l'écoute active. La question puissante, celle qui est simple, qui est ouverte, mais qui est une occasion d'ouverture de conscience, qui, de façon générale, n'avait pas été envisagée au préalable par la personne à qui on la pose. On sait tous que la question puissante est l'outil par excellence pour permettre l'ouverture de la conscience, qui est le but ultime de toute séance de coaching. Une autre technique de base en coaching, c'est le feedback percutant. Quand on dit percutant, on est en présence d'un petit choc. On est en présence de quelque chose qui va frapper la personne à qui le feedback est donné. Ça veut donc dire que il est tout à fait indiqué en coaching de donner des feedbacks qui pourraient émaner de vos perceptions à vous.
dans la mesure où c'est identifié comme étant une perception plutôt qu'une vérité absolue, mais qui pourrait ébranler un petit peu la quiétude de la personne à qui le feedback est adressé. Mais c'est un des buts du coaching, on le sait tous, de sortir la personne coachée de sa zone de confort habituelle pour lui permettre de reculer ses limites et d'atteindre les objectifs de façon plus efficace et plus rapide qu'elle ne le faisait habituellement. Une autre technique essentielle en coaching qui est reliée à la présence, soit qui la rend possible ou qui en découle, c'est la reformulation révélatrice. Je prends la peine de qualifier cette reformulation-là de révélatrice dans le sens qu'il s'agit ici d'une reformulation qui comporte des éléments qui n'ont pas nécessairement été mentionnés verbalement par le client. Il y a ce que j'appelle avec humour les reformulations de type perroquet, c'est-à-dire qu'on reprend en des termes plus ou moins différents exactement le même message que celui que le client vient de nous livrer, pour d'une part le rassurer qu'on est bien à l'écoute et aussi pour vérifier notre perception de son message. En coaching, on va plus loin. On utilise la reformulation révélatrice, celle qui dévoile une partie du non-dit qui est présent chez le client et qui sera bien sûr aussi une belle occasion de prise de conscience habituelle. Et finalement, dernière technique de base en coaching qui est reliée à la présence, la requête audacieuse. Je sais qu'en Europe, vous n'appelez pas la requête du même. Ici, on appelle requête ce que de quoi vous appelez une tâche. C'est une activité qui est proposée au coaché et qui est à réaliser de façon générale d'ici la prochaine séance de coaching. C'est aussi, bien sûr, une technique essentielle et fort utile pour favoriser une meilleure présence. Quand on parle de présence, on parle évidemment d'écoute. Et je voudrais rappeler ici les 4 niveaux d'écoute qu'il est bon de développer quand on veut être habile en coaching. Évidemment, il y a le premier niveau d'écoute, c'est-à-dire être à l'affût des faits, des idées, des opinions et du projet dont la personne nous parle lorsque nous travaillons, par exemple, en coaching avec elle. Ça, c'est le premier niveau d'expression, puis c'est aussi le premier niveau d'écoute. Le deuxième niveau n'est pas habituellement mentionné verbalement, c'est le niveau des émotions. Que ressent la personne par rapport à ce qu'elle est en train de me partager, que ce soit des faits, des idées, des opinions, des projets, etc. On peut parfois prendre un raccourci et être à l'affût de la grande peur qui est sous-jacente aux propos de la personne avec qui on est en conversation. Sous les émotions se cache un autre type d'éléments qui sont les besoins, le ou les besoins qui sont exprimés à travers les émotions et à travers les faits, les idées, les opinions que la personne nous partage, nous exprime. Et finalement, évidemment, il y a ce qu'on pourrait appeler le sens global de l'intervention qui a été faite. Alors, avoir présent à l'esprit les 4 niveaux d'écoute peut parfois favoriser grandement la qualité de présence que vous pouvez offrir à vos clients. Et qui, j'espère, vous est parfois offert par des gens que vous côtoyez. Parce que la présence est un cadeau extraordinaire qui permet le changement, qui est un réconfort et qui permet souvent de faire des pas en avant. Rappelons-nous la définition de la présence par ICF. On en parle parfois, mais on peut aussi l'oublier facilement. Alors, ICF définit la présence de la façon suivante: habilité à être complètement conscient et à créer une relation spontanée avec le client, utilisant un style ouvert, flexible et assuré. Quand on parle de relation spontanée, on parle donc de relation où je serai moi-même comme coach présent, où je pourrais exprimer, par exemple, des émotions spontanément. Je pourrais même exprimer parfois des opinions spontanément, dans la mesure où je prendrai
le soin de clarifier qu'il s'agit d'une opinion ou d'une perception qui m'est personnelle et que je soumets au client pour réflexion et décision quant à la pertinence de cette expression, de ce qui est exprimé. On précise davantage chez ICF en disant être présent et flexible durant le processus de coaching, dansant avec le moment présent. Et ce dernier élément, danser avec le moment présent, me semble être l'aspect art du coaching qui, comme vous savez, est à la fois une science et un art. Avoir accès à sa propre intuition et faire confiance aux connaissances intérieures de chacun, alliées avec l'élan du moment. ICF reconnaît donc ici que l'analyse intellectuelle n'est pas le seul moyen d'appréhender la réalité d'un client ou d'une conversation, que l'intuition est aussi un outil complémentaire fort utile. On continue la définition en disant être ouvert au non-savoir et savoir prendre des risques. C'est une qualité fondamentale, à mon avis, d'un coach, cette capacité de prendre des risques, d'explorer l'inconnu. Je compare souvent l'entretien de coaching à une démarche qu'un client et le coach font côte à côte et qui sont en train d'explorer une caverne qui est dans le noir. Le client ou le coach à tour de rôle porte un flambeau et à mesure qu'ils franchissent la distance vers le fond de la caverne, apparaissent autour d'eux des choses qui étaient jusque-là dans le noir, mais qui sont des éléments importants de la réalité du client et possiblement des indicateurs utiles quant au chemin à suivre pour atteindre son objectif. Donc, être ouvert au non-savoir. C'est aussi très utile pour l'humilité que d'être ouvert au non-savoir. On continue la description de la présence en disant percevoir plusieurs options de travail avec le client et choisir dans le moment présent ce qui est le plus efficient. C'est une des difficultés du coaching, savoir dans le flot de partage qui nous vient du client sur quoi on va porter davantage attention, qu'est-ce qu'on va approfondir davantage et qu'est-ce qu'on va tout simplement regarder passer ou laisser passer. Alors, ça fait partie, ça, de la présence, puis vous comprenez que l'intuition joue un rôle primordial ici. Utiliser l'humour avec finesse pour créer la légèreté et l'énergie. Effectivement, un coach qui peut manier l'humour avec finesse possède un outil extraordinaire pour naviguer à travers tout ce qui va se passer dans un processus de coaching. On continue la description. Changer de perspective avec sécurité et expérimenter de nouvelles possibilités dans sa propre action. Donc, moi-même, à titre de coach, j'ai intérêt à sortir de mes routines habituelles, j'ai intérêt à innover, j'ai intérêt à prendre des chemins qui ne sont pas nécessairement ceux que je connais mieux. Si la réalité de ce qui se passe en entrevue m'indique qu'il y a peut-être l'occasion d'être créatif et d'utiliser d'autres approches que celles que j'utilise continuellement. Finalement, la description de la définition par ICF de la présence, démontrer de la confiance, à travailler avec des émotions intenses, pouvoir gérer ses propres émotions et ne pas être sous l'emprise ou pris au piège par les émotions du client. Les émotions, l'univers émotif, sont une des parties importantes de la vie humaine. Certains en sont davantage conscients de leurs émotions, d'autres moins. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie de façon fondamentale de l'expérience humaine et que souvent, quand on peut aider un client à prendre conscience des émotions qu'il vit par rapport à ce dont il nous parle, c'est souvent un raccourci fort utile pour atteindre les objectifs poursuivis. Je prends quelques minutes pour, toujours dans l'espoir de mieux saisir la notion de présence, voir le lien qui existe entre le niveau d'accréditation, c'est-à-dire les exigences minimales pour certains niveaux d'accréditation, et le niveau de maîtrise de l'habileté dont on vient de parler, c'est-à-dire la présence. Alors,
Ceux qui ne le sont pas encore et qui éventuellement pensent à être accrédités au niveau ACC, voici le genre d'exigence qu'on aura par rapport à la présence. On s'attend à ce que le coach s'occupe des enjeux du client, donc que le client puisse avoir l'occasion d'exprimer ses attentes, ses enjeux, sa problématique. Mais le coach ici est souvent préoccupé par sa propre performance et de ce fait, la qualité de sa présence est diluée par l'attention que le coach s'accorde à lui-même. C'est un défaut de jeunesse, c'est un beau défaut, ça se passe avec le temps, avec la sécurité qui ne peut s'acquérir que par l'expérience, mais c'est une caractéristique qui est observable pour ceux qui ont déjà travaillé à l'accréditation du coach. On continue en disant la plupart du temps, le coach ici substitue l'intellect et l'analyse à la présence, à la disponibilité et à l'accueil. On est beaucoup dans l'analyse intellectuelle pour tenter de bien saisir la problématique et les enjeux du client. Mais ce sont les niveaux d'exigence qu'on s'attend ici pour l'accréditation ACC. Si on passe au niveau PCC, vous allez remarquer la différence. Le coach s'occupe des enjeux du client, tout comme au niveau ACC, mais il prend charge du coaching et du choix des outils. Le coach oscille entre une perspective objective ou subjective, mais maintient rarement les deux simultanément. Le coach va manifester le besoin de maintenir le cap sur des solutions plutôt que d'être dans le moment présent avec le client. Il y a comme une urgence pour le coach PCC, et c'est encore plus vrai chez le coach ACC, d'aller au niveau des solutions, plutôt que de prendre son temps pour bien clarifier la problématique. C'est comme si la qualité du coaching prenait, aux yeux de certains clients, puis de certains coachs aussi, les allures de solution. Le coach va choisir des façons d'avancer plutôt que de laisser le client enseigner au coach des façons d'avancer. Chacun de nos clients a sa façon d'avancer, d'apprendre, de reculer ses limites. On a intérêt finalement, plus on fait de coaching, plus on peut le constater, à plutôt tenter d'identifier les modes d'avancement du client puis de les utiliser plutôt que d'imposer les nôtres. Le partenariat est présent chez le PCC, mais mélangé avec des moments où le coach est l'expert et quelqu'un de plus grand que le client. Il y a cette espèce de croyance ou d'attitude. Le coach peut être préoccupé par le degré de valeur ajoutée qu'il procure au client par sa seule présence. Le coach ici se croit encore le maître d'œuvre de la qualité du coaching qui est offert. Allons voir qu'est-ce qu'on dit pour les MCC. C'est des niveaux d'exigence minimale, comme je vous disais au début. En principe, le MCC est complètement occupé à observer et à accompagner le client. Le lien sert à préciser qui est ce client, de quelle façon apprend-il, qu'est-ce que le client peut enseigner au coach. On a vraiment ici inversé par rapport au début. Le coach est disposé à être touché par le client et il est ouvert aux signes qui créent une résonance à la fois pour le coach et le client. C'est ce qu'on appelle parfois la synchronicité. Le coach manifeste une complète curiosité qui n'est pas amoindrie par le besoin de performer. Il m'arrive souvent, quand je coach des coachs ou quand je suis en mentorat avec le coach, de leur rappeler que le premier ennemi de la performance est le désir de performer. Le coach est en relation de partenariat total avec le client. Le coach est persuadé que la valeur ajoutée est inhérente au processus de coaching plutôt que de l'obligation de créer lui-même cette valeur ajoutée. Autrement dit, en principe ici, le coach laisse le coaching être plus grand que lui-même. Je continue. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à pousser davantage leur réflexion par rapport au coaching, la diapositive qui est actuellement en onde, j'espère que vous la voyez aussi. Il s'agit d'un volume qui est paru il y a 3 ou 4 ans,
Je n'irai pas dans le détail, vous pouvez le lire, j'imagine, aussi bien que moi, mais je vous dirais simplement que voici un ouvrage qui, évidemment, est en anglais. Il est possible cependant que ça a été traduit là, depuis le temps, mais qui, à mon avis, est à la fine pointe de ce que les humains savent sur la présence. Donc, c'est un volume de référence très intéressant. Ce volume-là traite entre autres de la théorie des changements profonds. Il y a un lien très fort pour les auteurs en question entre le changement et la présence. Ces auteurs-là se sont penchés, et le volume dont je vous parlais tantôt relate un certain nombre de leurs observations et de leurs expérimentations. Ils parlent du changement tant chez les personnes que au niveau des entreprises et même au niveau de la société. Il relate entre autres là, dans le volume une expérience extraordinaire et qui a apporté des changements très profonds dans un petit village africain, simplement par des activités qui mettaient à l'avant la présence. Si vous observez le ciel la nuit, la lumière de l'ensemble du ciel sera présente dans l'espace réduit de votre œil. Donc, contrairement aux machines, dans les systèmes vivants, tout est dans tout. C'est assez miraculeux hein, que tout le firmament puisse être contenu dans un œil. Il y a quelque chose qui touche un petit peu au miracle. Alors, cette idée que tout est dans tout s'applique aussi en coaching. En effet, il m'est apparu, et j'ai eu des observations multiples à ce propos, que le client va nécessairement se comporter en coaching avec vous selon son cadre de référence habituel. Et il va reproduire devant vous ce qu'il fait habituellement dans sa vie. À titre d'exemple, si vous avez devant vous un client bavard qui n'en finit plus de raconter et d'analyser, ben vous pouvez parier votre chemise qu'il fait probablement la même chose avec ses amis et qu'il fait probablement la même chose au travail. Et ça pourrait être une explication à la situation dont il vous parle, à la problématique dans laquelle il vit. Quelle riche source d'informations, donc, que devient l'entretien de coaching? Quelle belle occasion aussi de permettre l'émergence du potentiel de la partie de coaching avec le tout, c'est-à-dire la vie personnelle et ou professionnelle du client. Les acquis qui seront faits à un endroit, par exemple, à travers les séances de coaching, vont nécessairement se répercuter ailleurs dans le système vivant du client. Voilà une explication de la puissance qui réside dans la relation de coaching elle-même, indépendamment de la personne qui offre le service de coaching. Autrement dit, le coaching en soi est très puissant, peu importe qui le pratique. Les auteurs tentent aussi de définir la présence et ils le font de la façon suivante. Nous en sommes arrivés à croire que la capacité essentielle pour avoir accès au champ du futur est la présence. Nous percevions au départ la présence comme le fait d'être tout à fait conscient et comprenant au moment présent. On peut dire qu'il s'agit d'une définition de niveau assez primaire de la présence. Ensuite, nous avons commencé à définir la présence comme une écoute profonde, une ouverture au-delà de nos préjugés et de nos façons habituelles d'interpréter les choses. Nous en sommes venus finalement à voir l'importance de laisser tomber nos anciennes identités, notre besoin de contrôler et, comme le disait Sartre, à faire le choix de servir l'évolution de la vie. Je vous partage tout de suite, spontanément, ma définition de la présence. Je définis la présence personnellement comme laisser être ce qui est. Vous comprenez qu'une telle définition vous donne accès à beaucoup de choses que vous ne verriez pas si vous la définissez autrement. Vous comprenez aussi que cette définition-là est loin d'une tentative de contrôler les choses ou de changer les choses. Et semble-t-il que cette capacité d'accueillir ce qui est, que
définie comme étant la présence, et ce qu'il y a de plus fort pour permettre qu'advienne ce qui n'est pas nécessairement, mais qui est en émergence. Alors, je vous présente une autre diapositive où vous avez un autre volume qui est un peu complémentaire au précédent, qui est écrit par les mêmes auteurs d'ailleurs, mais qui relate d'autres aspects de la question sur la présence. Alors, je passe rapidement là-dessus. Pour finir avec une définition, un peu leur définition finale à ces quatre auteurs de la présence, en bout de ligne, nous en sommes venus à voir tous ces aspects de la présence comme menant à un état de laisser-être. Vous connaissez l'influence sur ma propre définition, d'une participation consciente à un grand champ de changement. Quand ce phénomène se produit, laisser-être, le champ change et les forces définissant une situation peuvent se déplacer de recréer le passé, ce qu'on a en général tendance à faire, vers manifester ou réaliser un futur émergent. En fait, pour que les choses évoluent, il faut d'abord qu'elles soient reçues. Pour transcender une peur, mais il faut d'abord accueillir sa peur, regarder sa peur, réfléchir à sa peur, identifier la source ou les sources de sa peur, identifier aussi le degré de pertinence de conserver cette peur. Et c'est seulement après cet accueil de la peur qu'on peut passer à autre chose. À titre d'exemple. Vous connaissez peut-être, certains d'entre vous ont probablement entendu parler de la théorie du U, qui est une théorie du changement, mais où la présence joue un rôle majeur. Évidemment, ce que vous avez devant vous, j'imagine et j'espère, comme diapositive, c'est issu du document, des deux documents que je viens de mentionner précédemment. Alors, je ne vais pas m'amuser à définir tout ça. Simplement que vous inviter à réaliser que pour que le changement puisse arriver, il faut d'abord suspendre quelque chose. Il faut rediriger le focus d'observation pour aller vers quelque chose de plus large. Il faut faire quelque chose que vous connaissez bien qui s'appelle lâcher prise, letting go. Le lâcher prise est essentiel pour passer à autre chose, on le sait tous. Si on lâche prise à des choses, on laisse aussi venir letting come de nouvelles choses, de nouveaux éléments, de la perception de réalité. Et ce qui permet ça, c'est la présence, comme on l'indique sur l'image que vous avez devant vous. Et par la suite, évidemment, on va cristalliser des façons de percevoir ou des façons d'agir. On va établir des prototypes de façons de fonctionner. Et ce qui n'existait pas hier devient la réalité d'aujourd'hui, qui souvent va être institutionnalisée, c'est-à-dire mise dans des formes pour en assurer la pérennité jusqu'au prochain changement. Ce qui est extraordinaire avec la vie, c'est qu'elle est en perpétuelle évolution, bien que sous certains aspects, elle est imperturbable, elle va toujours rester la même, sans jamais être la même. L'image suivante, c'est un autre document plus récent, celui-là, qui complète très bien les autres, mais qui est écrit par un des auteurs des deux précédents ouvrages. C'est un peu la même chose pour la présence, la théorie du U. Il y a un document spécifique qui porte là-dessus, donc vous avez, c'est pas une référence que vous avez, c'est l'image de ce document-là. Je vous invite à vous procurer si vous avez de l'intérêt, soit pour la présence ou pour le changement. Et je pense que c'est des thèmes fondamentaux pour les coachs. On résume dans l'image suivante de façon encore plus succincte le lien entre la présence et le changement, donc l'évolution. Là encore, je ne vais pas tout définir ça en détail, mais je pense que c'est visuellement assez facile à saisir avec une faible connaissance de la langue anglaise. Alors, je passe plutôt à autre chose.
La présence. Une autre considération autour de la présence, c'est la suivante. Innover, c'est simplement libérer la main du marbre qui la contenait prisonnière. Donc, je reprends ça. Innover, c'est simplement libérer la main du marbre qui la tenait prisonnière. C'est Michel-Ange qui a eu cette belle pensée, mais je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle réfère au fait que demain est dans aujourd'hui, mais on ne le voit pas encore. Alors, si on est vraiment très présent aujourd'hui, il y a des chances qu'on puisse voir davantage demain et même participer à faire arriver demain. Une autre citation en lien avec la présence, j'ai appris que quand j'ai une décision à prendre ou que je veux savoir quoi faire dans le futur, je dois m'écouter. Si j'écoute avec mon cœur et mon corps, pas uniquement avec ma tête, je suis totalement présente et non distraite de ce que mes sentis et mon intuition me disent, et j'arrive alors à une meilleure compréhension et à de meilleures et plus visibles décisions. C'est extrait des volumes dont on parlait tantôt, c'est une participante à rechercher des activités de ce type. À travers nos entrevues, ce sont toujours les 80 auteurs qui parlent, nous avons découvert des similarités aux états de conscience altérés qui ont été reconnus dans les traditions spirituelles du monde entier, et ce, depuis des millénaires. Par exemple, la tradition chrétienne ésotérique, ces moments de changement sont associés à ce qu'on appelle chez les chrétiens la grâce ou la révélation. On parle aussi de manifestation du Saint-Esprit. Alors, ça réfère à des moments intenses et particuliers, je dirais, de clairvoyance pour les humains. La théorie taoïste parle, elle, de la transformation de l'énergie vitale Shin en force subtile de vie Chi et en énergie spirituelle Shin. Je crois, je vous avoue que j'ai un petit peu de difficulté à lire, ayant subi il y a une semaine ou deux une opération pour des cataractes. Alors, ça c'est toute ma lecture. Pas exact. Toujours selon les auteurs, le processus implique un silence essentiel de l'esprit. Le processus de la présence, évidemment, implique un silence essentiel de l'esprit que les bouddhistes appellent non-être ou cessation, dans lequel le flot normal des pensées cesse et les limites normales entre soi et l'univers se dissolvent. Il est possible que vous ayez, que vous croyez ou pas au bouddhisme n'a aucune importance par rapport à ce que je vais vous dire, mais il est possible que vous ayez vécu, je le dis parce que ça m'est arrivé à moi, à certains moments de votre vie, une sensation d'être en harmonie totale avec tout vous-même et avec le restant de l'univers. C'est extraordinaire comme sensation, mais ce n'est pas quelque chose qui se vit 24 heures par jour, évidemment. Dans ces moments-là, je pense qu'on est en présence de façon particulièrement intense. Dans la tradition hindoue, ce changement est appelé le tout ou le soi. Dans les traditions mystiques de l'islam, tel le soufisme, c'est connu simplement en tant qu'ouverture du cœur. Alors, tous ces référents-là, qui sont issus de différents courants spirituels millénaires, se rejoignent quant à la définition de moments particuliers de présence. Chaque tradition défie ce changement de façon différente, mais toutes le reconnaissent comme essentiel au développement de soi ou à la maturation. Un des chemins de la présence, je fais un petit crochet pour approfondir un peu cet aspect-là, c'est l'intuition. L'intuition qui est définie par Carl Jung de la façon suivante. L'intuition, c'est l'intelligence qui prend la vitesse de l'éclair. Je trouve ça extraordinaire comme définition. En effet, l'intuition est une aptitude à pressentir ou à connaître quelqu'un ou quelque chose d'emblée, sans parcourir les étapes de l'analyse, du raisonnement et de la réflexion. L'intuition est la révélation directe et immédiate d'informations qui se présentent, on pourrait dire,
comme spontanément à l'esprit. La diapositive suivante apporte un bémol qui m'apparaît important. Autant l'intuition que la raison ne sont ni l'une ni l'autre infaillibles. Par contre, quand on a réussi à unir chez une même personne par rapport à un même objet, intuition et analyse, raison, je pense qu'on est en situation plutôt intéressante. L'intuition seule, comme la raison seule, sont incomplètes et risquent d'entraîner des erreurs d'interprétation et des situations fâcheuses qui en découlent. Les personnes qui utilisent de façon presque exclusive leur intuition, leur sensibilité, sans le rationnel, se privent d'éléments d'information importants. L'usage de l'intuition seule, sans la raison, entraîne un manque de réalisme et de structure. Par contre, la raison seule entraîne la rigidité et le manque de vie, de légèreté et de souplesse. On pourrait peut-être dire parfois de créativité. Le mariage de l'intuition et de la raison tient compte de l'ensemble de la réalité et des multiples possibilités de la tête et du cœur, ce qui, à mon avis, est très favorable à une belle qualité de présence. En conclusion, je vous partage une pensée de Leonard Cohen, qui est connu comme interprète, un chanteur reconnu internationalement, montréalais, donc québécois et même canadien d'origine. Il a dit dans une, et c'est, je pense, le titre ou le refrain d'une de ses chansons, « En toute chose, il y a une fissure, et c'est par là que la lumière entre. » Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager par rapport à la présence. Ceux qui souhaiteraient en connaître un peu plus ou approfondir un peu leur réflexion, je vous invite à aller sur mon propre site Internet dont l'adresse apparaît à l'écran. J'y produis une infolette qui s'appelle comme par hasard Présence. Et il y a un numéro, il y a 2 ou 3 ans, là, vous pourrez aller voir dans les archives de cette infolette. J'avais un jour fait une infolette spécifiquement sur la présence que je vous invite à consulter si le cœur vous en veut. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. On m'a dit qu'on pourrait recevoir des commentaires ou des questions de votre part. Je suis tout oui. Je ne sais juste pas comment ça fait. Absolument, merci beaucoup. Donc, j'ai déjà moi-même mis une ou deux questions dans le chat, dans la conversation. Et j'en ai pas encore vu beaucoup d'autres, mais j'invite chacun à poser maintenant sa question par écrit. Et peut-être pendant que ça se fait, je vais poser ma propre question, la première. C'est comment arriver comme coach à installer ce non-être ou cette cessation dans un moment de coaching? Quelle belle question. Normalement, si on était en coaching, toi et moi, je me dépêcherais d'utiliser une technique qui consisterait à dire qu'est-ce que tu en dirais toi-même? Mais je ne vais pas me faufiler de cette façon-là aujourd'hui. Il m'apparaît qu'une condition préalable à pouvoir offrir une plus grande qualité de présence serait sans doute de ne rien vouloir faire arriver soi-même pendant l'entrevue. Ne pas contrôler ni l'orientation ni les résultats de l'entrevue de façon, quand je dis pas contrôler, je veux dire ne pas prendre ça en charge. Pour moi, le coaching est essentiellement une activité d'accompagnement et de stimulation, qui implique donc que je me colle étroitement à ce que mon client me partage, soit verbalement ou non verbalement. Et dans la mesure où je ne veux pas tout prendre en charge moi-même, je pense que j'ai fait un pas important vers une meilleure qualité de présence. Voilà ma réponse spontanée. Merci beaucoup. Je regarde si d'autres questions viennent. Vous avez, ceux qui écoutent, la possibilité de lever la main. La façon de lever la main, c'est de cliquer sur votre propre
Non, et nous verrons que vous souhaitez poser une question. Et à ce moment-là, je peux ouvrir votre micro si vous en avez un. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on entende votre voix. Merci de préciser ceci, car comme je vous mentionnais tantôt, ma capacité de lecture est réduite actuellement compte tenu de petits problèmes que j'ai eus aux yeux. Tout ça est en train de rentrer dans l'ordre, mais c'est pas fait encore. Alors, je vais être sûrement plus capable de réagir à des stimulations auditives qu'à des stimulations visuelles. À la limite, Philippe, si tu voulais me lire des questions qui t'apparaîtraient utiles pour partager, si les gens ne l'expriment pas par leur micro, ça pourrait m'aider. Voilà, il y a une première question qui vient ici. Quelle différence y a-t-il entre la présence et l'écoute? D'emblée, je dirais qu'il n'y a pas de présence possible sans l'écoute, mais l'écoute active, pas une écoute des mots, puis une tentative d'enregistrer tout ce qui est exprimé par des mots, puis d'analyser tout ça. Alors évidemment, pas de présence possible sans écoute, mais la présence m'apparaît aller plus loin que l'écoute. À titre d'exemple, un élément de la présence qui n'est pas nécessairement présent dans l'écoute pourrait être quelque chose comme la bienveillance. Quand je disais que pour moi, la présence, c'est accueillir ce qui est. Une conséquence d'accueillir ce qui est, peu importe ce qui est, c'est la bienveillance foncière, fondamentale qui va m'habiter par rapport à tout ce qui peut venir et qui peut se produire pendant l'entretien de coaching. Les grands coachs que j'ai côtoyés, que j'ai connus, ont en commun cette bienveillance par rapport à tout ce qui peut être. Voilà ma réponse sur ça. Merci beaucoup. Une autre question qui est posée, c'est qu'en est-il des émotions du coach qui sont générées pendant la relation avec son client? Merci pour la belle question. J'ai l'habitude de surprendre un petit peu mon auditoire en disant qu'il est à peu près impossible d'être plus présent à l'autre qu'on est présent à soi. C'est un contrat. C'est un programme habitué. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que, bien sûr que, étant moi-même une personne humaine en tant que coach, j'ai moi-même des émotions par rapport à ce qui se produit pendant l'entretien de coaching. Ce qu'on demande, et on en parlait dans la définition du coaching par ICF tantôt qu'on a vu ensemble, ce qu'on demande au coach, c'est d'en être conscient, autant que possible des émotions que vous vivez par rapport à ce qui se passe dans l'entretien. 2, de ne pas être à la merci de ces émotions-là, c'est-à-dire de ne pas les laisser prendre le contrôle de votre propre activité ou de vos propos à vous. J'encourage souvent les coachs avec lesquels je travaille comme mentor à avoir assez de spontanéité pour brièvement, occasionnellement, mentionner une émotion qu'ils vivent. Exemple, je suis content que tu aies fait cette prise de conscience. Exemple, je suis surpris de l'ampleur des progrès que tu as fait. Donc, surprise. Il arrive à tous les coachs un jour ou l'autre d'être un petit peu dans la brume, c'est-à-dire de ne pas bien saisir des choses, d'être, on dit en québécois, d'être mêlé. Et pourquoi ne pas spontanément partager à notre client, qui est notre partenaire et non notre bénéficiaire? Et avec un partenaire, on peut partager des choses spontanément. Pourquoi ne pas tout simplement partager avec un client à un moment donné qu'on est un peu mêlé, qu'on a perdu un petit bout de ce qui a été dit ou qu'on se demande où est-ce qu'on devrait approfondir davantage. Vous savez, la troisième compétence essentielle en coaching selon ICF, c'est la capacité d'établir et de maintenir une relation de confiance et d'intimité.
Quand on parle d'intimité, évidemment, on parle de celle qu'on voudrait voir le client réaliser avec nous, qu'il soit assez intime avec nous pour faire le travail qu'on veut faire ensemble. Mais l'intimité, si vous êtes spontané et qu'il vous est possible d'avoir accès à vos émotions et de les mentionner très brièvement, pas toutes, mais certaines, quand vous faites ça, vous êtes en train vous-même de partager un peu de votre intimité avec votre client. Et c'est un moyen très efficace pour favoriser que lui-même s'investisse de façon intime dans sa relation avec vous. Autrement dit, offrez à votre client l'intimité que vous souhaitez qu'il vous offre. Ceci étant dit, bien sûr que le focus de notre coaching, c'est les besoins, la problématique du client, c'est pas ce que le coach vit ou ressent. Mais pour autant, on ne devrait pas exclure, à mon avis, de façon absolue, le partage d'émotions spontanément par le coach. Je sais qu'en disant ça, je vais surprendre un certain nombre d'entre vous. Il y a déjà quelques fois que je vais travailler à la formation de coach en Europe et j'ai beaucoup travaillé comme mentor aussi avec des coachs européens. Et je me rends compte qu'il y a peut-être là un élément de culture aussi, culture nationale, j'entends. Ici, au Québec, on a la réputation d'être assez direct, assez ouvert, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ça arrive assez souvent en effet. Mais c'est comme si j'ai souvent l'impression, quand je vous visite, de me surprend à vous donner la permission d'être vous-même et d'être spontané. Alors, c'est ce que je dirais par rapport aux émotions du coach. Qu'il en soit conscient est essentiel. Par exemple, je vais plus loin, puis je vais un peu scandaliser encore un petit peu plus, peut-être. Si vous vous emmerdez avec un client parce qu'il compte continuellement la même histoire, mais peut-être que votre client, il fait ça ailleurs, puis il est perçu comme emmerdant par d'autres que vous. Mais pour que vous puissiez avoir accès à cette information-là, que sa façon de s'exprimer est lassante et désagréable, puis me donnerait le goût de s'en aller, de faire autre chose, c'est utilisable. Évidemment, pas en disant au client tu m'embêtes, mais en vous servant du fait que vous vous embêtez pour poser une question puissante à votre client à propos de ce qui vous embête. À titre d'exemple, il m'est arrivé de demander à un client est-ce que tu es conscient que ça fait 4 fois que tu me répètes la même histoire en 5 minutes? Ça a été toute une prise de conscience pour mon client. Il a été très surpris. Que je lui en parle, et deux, que ce soit si fort dans sa façon de fonctionner. Mais ça a été pour lui le début d'une prise de conscience et d'une évolution personnelle importante qui a modifié de façon substantielle ses rapports avec ses collègues de travail, par exemple. Donc, en résumé, Philippe, être conscient de ses émotions, s'en servir comme occasion de création sur mesure de questions puissantes, et parfois spontanément les partager très brièvement en cours d'entrevue. Merci. Il nous reste 3-4 minutes. Je voudrais te poser une dernière question qui est, je vois ici parmi les participants pas mal de coachs qui sont, si pas débutants, en tout cas dans le début de leur carrière de coaching. Y a-t-il un truc, une idée, une chose que tu pourrais leur donner comme cadeau avant qu'on se dise adieu ce soir? Je vais continuer un peu dans la même lignée de ce que je disais précédemment. Donnez-vous la chance d'être présent à vous. C'est la meilleure façon de développer votre habileté à être présent aux autres. Ne vous perdez surtout pas de vue, même quand vous faites du coaching. Le coaching, c'est simplement une relation de partenariat entre deux personnes qui décident d'unir leur potentiel pour permettre d'atteindre certains objectifs qui devraient être clairs au départ, bien sûr, en coaching. Donc, c'est ça. Soyez présent à vous, vous le méritez bien, et c'est probablement la meilleure façon de développer sa capacité de présence à d'autres.
C'est vraiment un cadeau que tu nous as fait ce soir, Marcel, de ton lointain Canada, où il fait peut-être bien froid ce soir, je ne sais pas. Pas si mal, on est autour de 0, mais on a eu du moins 20 puis du moins 25 il y a quelques jours. D'accord. Et je te remercie vraiment pour ce moment et ce cadeau que tu nous as fait. Pour les autres, bon, l'année 2014 commence et vous savez qu'ICF en Belgique, il y a pas mal d'activités. Donc au nom de tout le board de ICF Belgique, je remercie encore une fois Marcel pour le temps qu'il a passé à la préparation de cette conférence et à la donner. Et j'espère vous retrouver à la prochaine, qui est la 3e mercredi du mois, comme chaque fois. Et nous nous retrouverons donc le mois prochain avec la compétence numéro 4, conférence qui sera donnée en néerlandais. Compétence numéro 5 qui sera donnée en néerlandais et exactement au 3e mercredi de la semaine prochaine. Mais les slides, comme toujours pour les conférences en néerlandais, seront également en anglais, ce qui facilitera la compréhension pour ceux qui connaissent moins bien cette deuxième langue. Bonsoir à tous et au revoir. Au revoir.